Renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. C'est l'appel lancé hier par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à ses homologues à l'ouverture du sommet Africa 2016. Une rencontre visant à accroître les échanges commerciaux et attirer les investisseurs sur le continent noir. Le président de la République y a été représenté par le Premier ministre Komi Selom Klasu. Au Togo, le volontariat et la finance inclusive continuent de faire des heureux auprès de leurs cibles, les jeunes et les populations à la base. 2 projets, 2 modes de fonctionnement pour un seul objectif, le mieux-être des Togolais, à redécouvrir tout de suite dans ce journal. Et puis quelques 7,5 millions de Nigériens étaient appelés à choisir leur nouveau président parmi les 15 candidats en lice. Un scrutin qui s'est déroulé ce dimanche sans incident, mais avec des retards dans certains bureaux de vote. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La ville de Sharm el-Sheikh a accueilli les 20 et 21 février dernier le Forum Africa 2016 des affaires et de l'investissement. Un rendez-vous des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise africains pour renforcer les liens commerciaux sur le continent afin d'accélérer l'intégration africaine. Quelques chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de leur homologue Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte. Le président togolais Faure Gnassingbé y a été représenté à ce forum de haut niveau par le Premier ministre Komi Selom Klasu. L'ouverture des travaux avec un reportage signé Germain Mlagani et Isidore Kobatine. La cité du Sharm el-Sheikh au sud du Sinaï en Égypte a ouvert ses portes pour accueillir un forum sur les investissements et les possibilités d'affaires entre les États africains. Un forum qui a pour principal but de faire progresser le commerce intra-régional africain, d'attirer davantage de capitaux étrangers en Afrique et de faire découvrir aux partenaires occidentaux les nouvelles opportunités d'affaires en Afrique. À ce rendez-vous, le président togolais Faure Gnassingbé a été représenté par le chef du gouvernement, Komi Selom Klasu. À l'ouverture des travaux, le président égyptien est revenu sur les objectifs du forum et invité les pays africains et les chefs d'entreprise africains à œuvrer pour stimuler les échanges et les investissements entre les États africains tout en créant des alliances stratégiques entre le secteur public et privé, une vision partagée par les participants à ce forum panafricain. Moi je dis toujours, c'est comme l'Afrique est un village. Et donc, tous les pays africains, on peut d'abord apprendre l'un de l'autre, chaque pays apprend de l'autre pays voisin. On peut travailler ensemble pour rassurer le développement, le succès de notre continent. Donc, pour l'Égypte, pour l'Afrique du Sud, Kenya, les pays de la Comesa ou le Congo, le Togo, ces pays, même si un petit pays comme le Togo ou comme le Bénin, qu'est-ce qu'il peut apprendre d'un grand pays de la Nigeria? On peut plein de choses à apprendre, plein de choses to exchange, échanger. Vous avez remarqué durant le panel présidentiel, il y a quand même des thèmes qui nous parlent, nous, Africains de l'Ouest. C'est des thèmes de l'intégration économique. Nous sommes des marchés très petits, c'est important qu'on puisse intégrer avec d'autres pays. On a beaucoup parlé de sécurité, qui est actuellement extrêmement important pour tous nos pays, parce que sans sécurité, il n'y a pas d'investissement. On a parlé aussi de la sécurité alimentaire, qui est extrêmement important, parce qu'il faut quand même nourrir nos pays. Mais un secteur qui m'a énormément aussi touché, c'est le secteur de l'énergie. Les échanges vont permettre aux différents acteurs de prendre la mesure des grands défis à relever. C'est surtout lié à la nécessité de faire progresser l'économie africaine, de baisser le taux de chômage de moitié à l'horizon 2020. Un véritable challenge qui nécessite en amont pour chaque État de stabiliser son économie et d'améliorer le climat des affaires pour favoriser les échanges. Un impératif selon le président de la Banque africaine de développement qui compte soutenir cette dynamique. Il y a aussi beaucoup d'investissements dans le secteur énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez faire investissement en Afrique, malheureusement, le problème c'est qu'il n'y a pas l'électricité partout. Et ça, c'est pas acceptable du tout. Donc nous avons commencé au niveau de la base de dire qu'il y a 5 choses très importantes pour l'Afrique. D'abord,
il faut d'abord qu'il y ait électricité partout. Hein. L'électrification de l'Afrique, c'est très fondamental. Avec ça, il y aura industrialisation, il y aura la création de l'emploi. Avec les petites et moyennes entreprises, il y aura la compétitivité élevée de l'Afrique. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a lancé un grand projet que nous appelons le nouveau deal pour l'électricité en Afrique, avec le but d'installer d'ici 2025 160 gigawatts d'électricité, d'avoir 130 millions de personnes qui seront connectées au réseau, mais aussi d'avoir 75 millions des Africains qui seront aussi connectés hors du réseau. Ça, c'est au niveau de l'électrification. Mais il y a aussi le financement qui est nécessaire au niveau de l'infrastructure. Donc la Banque africaine du développement continuera à investir dans les ports, dans le système routier, dans les transports aériens et les transports maritimes. Ça, c'est très important d'avoir l'intégration de nos continents. En organisant ce forum, l'Égypte s'ouvre au continent et veut renforcer les liens de partenariat avec les pays africains. Le Togo, qui entretient déjà de très bonnes relations avec la République arabe d'Égypte, espère profiter davantage de cette relation dans un partenariat bilatéral dans les domaines comme la télécommunication, la santé, l'éducation, les infrastructures, le commerce et dans d'autres secteurs porteurs. Et en marge des travaux de ce forum 2016, le Premier ministre Comissé Lom Klasso a été reçu en audience par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Comissé Lom Klasso est allé transmettre au président égyptien les salutations et les amitiés de son homologue togolais, tout en échangeant avec lui également sur le renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux nations. Nous écouterons tout à l'heure le Premier ministre Comissé Lom Klasso dans le courant de cette édition. Nous nous intéressons à présent au volontariat national dans notre pays. Ce programme, l'un des exemples de réussite en Afrique qui a permis à plus de 8000 jeunes Togolais de bénéficier d'une première expérience professionnelle au sein d'entreprises publiques, privées ou d'associations. Zoom sur cet outil de promotion de la jeunesse avec Aimé Abalo. Ils sont déployés dans toutes les sphères de la vie socio-économique. La santé, l'éducation, l'administration publique, l'agriculture et le développement communautaire. Les jeunes volontaires togolais, primo-demandeurs d'emploi, renforcent ainsi leur employabilité pour se rendre compétitifs sur le marché du travail. Dans Mars Culture, on fait plus le terrain que le bureau. Donc toutes les activités se réalisent sur le terrain et j'accompagne mon chef de projet et le directeur exécutif dans la réalisation des activités de la structure. Donc cela, j'ai acquis beaucoup parce que sur le campus, on n'a fait que la théorie. Donc sur le terrain, j'ai appris comment mettre ces théories en pratique. Avant, on ne parlait pas devant le public, mais maintenant, on peut parler devant les gens pour animer les groupes de parole. Autres. Bon, on fait aussi des suivis des activités et en général. Donc, le volontariat est bon. Pour toute personne qui peut postuler, c'est bon. Tu vas acquérir au moins quelque chose dedans. 8000 jeunes sont enrôlés depuis le début du projet en 2011. Chacun a au plus 5 ans pour sortir du système pour permettre au cycle d'enrôlement de se perpétuer. 2000 volontaires se sont déjà retirés du circuit. Bien rodés, ils se sont offerts de meilleures perspectives. Cette année, des innovations sont encore en vue, le projet étant ses cibles et ses ramifications. Les résultats encourageants déjà obtenus sont source d'une certaine fierté nationale et suscitent l'admiration au-delà des frontières. Le Cameroun, le Niger, le Gabon, le Bénin et bien d'autres pays demandent à s'inspirer de l'exemple togolais. Environ 2,5 milliards sont déboursés chaque année par l'État pour appuyer l'Agence nationale de volontariat national. Il est accompagné par le PNUD, France Volontaire, le Volontariat des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Et de son côté, le Fonds national de la finance inclusive a fait plus de 300 000 bénéficiaires l'an dernier. Cette année, le projet veut s'installer dans les zones qu'il n'a pas encore atteintes. L'APSEF d'abord, puis l'AGICEF et l'AGRICEF. Le FNFI apporte une certaine amélioration dans les conditions de vie des populations et la clé de cette réussite,
c'est la formation, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires. Sylvain Abdou. Dernière séance de formation avant de toucher le crédit AJCF, accès des jeunes aux services financiers. La formation est une étape importante dans l'octroi des produits de la finance inclusive aux bénéficiaires. Ceci leur permet de mesurer la portée de leur engagement et d'être à même de pouvoir gérer convenablement leur micro-entreprise. Lamboni, menuisier de formation, ainsi que ses amis peuvent désormais s'installer à leur propre compte. Tout comme ces jeunes, les différents groupements et coopératives reçoivent un encadrement, ce qui entraîne des changements positifs dans la vie de leurs membres, notamment ceux qui ont eu le tout premier produit APSEF, accès d'éprouve aux services financiers. Dans la formation, on a appris beaucoup de choses. On avait des choses qu'on ne pouvait pas transformer, mais on nous a appris, surtout le marketing. C'est ça même qui m'a vraiment intéressé. Parce qu'on ne sait pas comment faire pour vendre. On est là, mais on nous a tout appris. Vraiment, on remercie vraiment sincèrement le gouvernement togolais d'avoir pensé surtout aux femmes. Surtout aux femmes. La formation consistait pour nous aider à développer nos groupements. Et surtout, quand nous allons entreprendre un projet, nous devons savoir comment faire le marché, ceux qui consomment la chose, où trouver la chose et ceux qui achètent la chose. Comment accueillir les clients, les servir avec fidélité, les dire ceci là, ça fait bien, ceci là, ça fait comme autre chose. Nous devons les bien accueillir pour pouvoir garder notre marché. 2 ans après sa mise en place au Togo, le Fonds national de la finance inclusive a déjà touché bon nombre de personnes en situation de vulnérabilité à travers ces 3 produits, l'APSEF, l'AGRICEF et l'AJCEF. L'argent de FNFI, c'est bon. Ça change beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie de quelqu'un aussi. Les progrès sont perceptibles sur le terrain malgré les difficultés. Le gouvernement et ses partenaires s'activent à renforcer les acquis et à relever les défis qui persistent pour une meilleure pérennisation du projet. Le gouvernement togolais s'est engagé également à poursuivre des réformes dans presque tous les secteurs d'activité. Ces réformes induisent un changement dans la gestion du budget de l'État. La politique de résultats et la recherche de l'efficacité, c'est l'autre dossier de cette édition. Il est signé Joseph Amiga. A changé son approche de gestion budgétaire et a réformé le cadre de gestion publique pour l'orienter vers les résultats et la recherche de l'efficacité. Il a décidé de mettre en œuvre des budgets programmes, encore appelés budgets de performance, une innovation majeure en matière de gestion publique. Ces réformes résultent des directives de l'UEMOA qui ont été intégrées dans le corpus juridique national. Et c'est ici qu'il faut comprendre qu'un programme est un ensemble d'activités ayant un même but et contribuant à atteindre les objectifs globaux définis par le gouvernement dans le cadre de sa planification stratégique. La gestion du budget de l'État qui ne sera plus votée par service administratif, mais plutôt par programme et par dotation. L'idée est de pratiquer une gestion axée sur les résultats. Concrètement, chaque institution ou chaque ministère pourra élaborer et faire adopter 2 à 6 programmes au maximum. Le budget programme permet donc de rapprocher les ressources sollicitées des résultats à atteindre par chaque ministère ou institution et offre une meilleure appréciation des dépenses publiques à budgétiser. Les programmes auront leurs moyens propres. Ils pourront avoir une comptabilité séparée ou pouvoir être isolés dans la comptabilité analytique. L'adoption de cette méthodologie entraîne des changements dans le mode de gestion de l'administration publique. Par exemple, le ministre ou le président d'une institution devient l'ordonnateur principal des crédits de son budget et un nouvel acteur apparaît dans le processus, à savoir le responsable de programme. Ce dernier détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés de la mise en œuvre du programme. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. Pour assurer l'efficacité de la réforme,
Le ministère chargé de l'économie et des finances devra réfléchir à une nouvelle organisation des ministères et institutions afin que ceux-ci soient formés et prêts pour la mise en œuvre de cette réforme. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres. L'un des grands avantages est d'accroître la transparence et l'imputabilité des gestionnaires envers les citoyens. Le passage du budget de moyens au budget programme est un exercice certes difficile qui requiert beaucoup d'efforts, d'engagement, de persévérance et de patience. Direction maintenant le Niger. L'actualité est marquée donc par le vote des Nigériens ce dimanche. Ils étaient plus de 7,5 millions à converger vers les bureaux de vote ce matin pour élire leur nouveau président parmi les 15 candidats en lice, dont le président sortant Mahamadou Issoufou. Un nouveau président qui devra prendre en compte les attentes des jeunes. 6 enfants par femme en moyenne, le Niger a la natalité la plus forte au monde. La population, très jeune, va élire son prochain président ce dimanche. Elle attend avant tout une amélioration de son niveau de vie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de travail, comme nous. Comme moi, j'ai des familles, mais mon travail, ça ne m'arrange pas beaucoup. Je ne suis pas marié à l'âge de 28 ans, tu vois. C'est à cause de la pauvreté. Donc, si j'ai un bon boulot, si je gagne, donc je vais organiser ma vie. Beaucoup de jeunes ne se reconnaissent plus dans la classe politique. Il n'y a pas de confiance tout simplement parce que les jeunes ne sont pas impliqués. Durant tous les régimes qui se sont succédés, il n'y a pas un seul régime qui a travaillé avec la jeunesse. Le plus grand problème de ce pays, c'est la malgouvernance. Nous avons pas mal de ressources. Nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons pas mal de ressources. Si on arrive à bien gérer ces ressources-là, je pense bien qu'on pourra très bien s'en sortir. Sur le campus de l'université de Niamey, les étudiants partagent ces préoccupations. Maintenant, le problème qui reste, c'est le manque de travail. Vraiment, le manque de travail, c'est un fardeau. Moi, c'est ce que je sollicite. Aujourd'hui, il y en a des bacheliers, des diplômés, des doctorats qui n'ont pas de travail. Vraiment, ça ne fait pas l'honneur. Sur le plan de l'éducation, il y a des insuffisances d'infrastructures. Ici, on peut le dire, surtout les écoles publiques. Ces jeunes de moins de 35 ans représentent plus de 75% des électeurs. Ils ont donc été très courtisés tout au long de ces 3 semaines de campagne. La question est maintenant de savoir s'ils se rendront massivement aux urnes dimanche. Si tel est le cas, leur vote sera déterminant dans le choix du prochain président du Niger. Il faudra donc attendre quelques jours avant de connaître le verdict des urnes au Niger. Mais en Centrafrique, on connaît désormais le nouveau président, Faustin Archange Touadéra, élu avec plus de 62% des voix. Son rival a reconnu sa défaite, mais le plus dur reste à venir pour le nouveau chef de l'un des États les plus pauvres de la planète et ravagé par une guerre civile de près de 3 ans. C'est modeste, il a la réputation d'un homme qui parle peu, mais qui sait écouter, celle aussi d'un véritable bosseur, qualité indispensable dans la Centrafrique d'aujourd'hui. Faustin Archange Touadéra tourne la page de la transition, élu président de la République centrafricaine. Élu à plus de 62% grâce notamment aux voix des électeurs traditionnels de l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 pour qui il a été son tout dernier Premier ministre. 5 ans à la tête de l'exécutif qui en ont fait un candidat populaire pour avoir régularisé le paiement des fonctionnaires et être notamment parvenu au terme de longues médiations à des accords de paix entre pouvoir, opposition, société civile et rébellion. Ensemble, nous allons faire de la République centrafricaine un pays uni, solidaire et prospère. Centrafricains de toutes les régions, de toutes les religions, des différents statuts sociaux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les générations, nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Signe peut-être qu'une page est bel et bien en train de se tourner. À Nice, Georges Dologuélé n'attend pas la validation des résultats par la Cour constitutionnelle pour reconnaître sa défaite. Il s'engage dans le même temps à n'entamer aucun recours et surtout il s'adresse aux plus jeunes de ses partisans. J'invite mes militants, sympathisants et alliés à garder le calme
dans l'esprit de notre devise et à accompagner le nouveau président de la République dans l'œuvre de réconciliation et de redressement de notre cher et beau pays. La réconciliation, le grand dossier sur le bureau du nouveau président, après 2 années de violences interconfessionnelles qui ont fait entre 3 et 6 000 morts dans l'un des pays les plus pauvres du monde, à l'économie complètement dévastée. On s'achemine également vers la présidentielle aux États-Unis. Pour l'heure, les primaires battent leur plein dans les 2 camps. Chez les démocrates, Hillary Clinton a remporté l'étape du Nevada. Côté républicain, sans surprise, le milliardaire Donald Trump s'impose toujours. Hillary Clinton rafle la mise dans les casinos du Nevada. La favorite de la primaire démocrate avait bien compris que la 3e primaire de son parti se jouait notamment dans les établissements de jeux de Las Vegas et ne s'y trompe pas en adressant ses premiers remerciements. Je veux remercier chacun de vous qui est allé avec détermination aux 4 coins de l'État. Et tous les employés d'hôtels et de casinos qui n'ont pas hésité. Ces derniers jours, l'ex-secrétaire d'État avait concentré son discours sur les discriminations sociales et raciales visant les communautés noires et hispaniques, des communautés très représentées chez les employés de casinos qui ont massivement voté ce samedi. Pari gagné donc, mais sur le fil du rasoir, son adversaire Bernie Sanders reste au contact, obtenant près de 48% des voix des caucus démocrates du Nevada. Le sénateur du Vermont serait même devant au sein de la communauté latino et chez les jeunes. À l'autre bout du pays, en Caroline du Sud, les électeurs républicains ont donné raison au sondage en accordant plus de 30% de leur voix au milliardaire Donald Trump. Le spectacle peut donc continuer. Il n'y a rien de facile à être candidat à la présidence. C'est difficile, c'est méchant, c'est vicieux, c'est magnifique. Derrière Trump, le sénateur de Floride Marco Rubio et celui du Texas, l'ultra-conservateur Ted Cruz, se placent respectivement en 2e et 3e position avec environ 22% chacun. La surprise est venue de Jeb Bush. Une nouvelle fois distancé, le frère de l'ancien président a définitivement jeté l'éponge. Et on revient une fois encore aux travaux du Forum Africa 2016 des affaires et de l'investissement à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et en marge des travaux, je vous le disais, le chef du gouvernement, comme ici l'homme Klassou, représentant le chef de l'État, a été reçu en audience par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le salon présidentiel du International Congress Center de Jolieville à Sharm el-Sheikh. Le chef du gouvernement est allé transmettre au président égyptien les salutations et les amitiés de son homologue togolais, et les 2 hommes ont aussi échangé sur le renforcement des liens de coopération bilatérale entre les 2 nations. Nous écoutons le Premier ministre au micro de Isidore Koubati. Nous avons d'abord de l'intérêt que tous les pays ont à porter les valeurs de ce Forum Africa 2016. Et donc j'ai donné tout à l'heure quelques éléments, notamment ce que le Togo peut bénéficier en termes d'opportunités et ce que les autres pays également peuvent venir faire au Togo avec les moyens de développement que nous mettons en place au niveau du port, au niveau de l'aéroport, au niveau même du transport routier et donc les opportunités dans le domaine des affaires. Le Togo a aussi beaucoup de choses à donner et donc nous avons passé en revue ce que le Togo peut apporter à l'Égypte et ce que l'Égypte peut également apporter au Togo en venant participer au nom du chef de l'État togolais à ce forum d'investissement et d'affaires Africa 2016. Le Togo voudra confirmer sa détermination à coopérer avec tous les États du continent africain et particulièrement avec l'Égypte qui a une longue expérience. Le Togo voudra, dans sa volonté d'aller vers le développement, a mis l'accent sur les infrastructures, notamment les infrastructures portuaires. Aujourd'hui, le Togo, qui, avec son port, est le seul port en eau profonde dans le golfe de Guinée, a mis beaucoup de moyens
pour développer ces infrastructures portuaires. Ce qui fait que de grands bateaux, des transbordiers peuvent mouiller dans les eaux du Togo et permettre aux autres ports voisins de venir soit charger ou décharger. Or, dans ce domaine du transport maritime, l'Égypte a une expérience que tout le monde salue. Et donc, c'est une opportunité pour le Togo de pouvoir bénéficier de l'expérience égyptienne dans ce domaine du transport maritime. Il en est de même pour le développement des infrastructures aéroportuaires. C'est ainsi que le Togo est en train de construire une nouvelle aérogare qui va accueillir beaucoup de touristes. Et donc, c'est également le lieu pour nous de pouvoir bénéficier de la compagnie Egypt Air, ce qui va permettre des échanges rapides entre les investisseurs égyptiens qui veulent venir au Togo, tout comme des investisseurs togolais qui veulent faire porter au peuple égyptien le savoir-faire du Togo. La grande famille de la littérature togolaise s'est encore agrandie ce dimanche. Marcos Ayayi y a fait son entrée grâce à son roman La paroisse au serpent aux éditions Aoudi, un roman qui dénonce les mots souvent tabous qui minent notre société. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. La société, c'est sa source d'inspiration pour dénoncer les mots dont très souvent on se refuse d'en parler, soit par hypocrisie, soit par des règles inavouées. Mais quand l'écriture littéraire est bien choisie, les mots pour le dire viennent d'eux-mêmes. La paroisse au serpent, œuvre de Marcos Ayayi, 43 ans, est un roman qui, à travers une histoire d'amour, finit par toucher du doigt l'homosexualité, la pédophilie, l'inceste. Ce roman, La paroisse au serpent, c'est un roman dans lequel je voudrais seulement parler des gens, tout simplement qui ne sont pas bien, qui ont des caractères un peu bizarres dans la paroisse. Donc il y a des choses tellement bizarres qui se passent aujourd'hui. L'homosexualité, c'est partout maintenant, peut-être ici aussi, mais que les gens ne savent pas encore. Liberté d'artiste ou liberté d'expression, en tout cas, Marcos Ayayi a su juguler des deux pour dire haut ce que les autres disent tout bas. Et c'est cette audace que salue la maison d'édition Aoudi. Il y a beaucoup de romanciers dans la littérature togolaise, mais les éditions Aoudi ont accepté de publier M. Marcos Ayayi compte tenu de l'audace de son écriture, à cause des thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage, des thèmes liés par exemple à la pédophilie, à l'homosexualité. Ce sont des thèmes jusqu'ici qui sont considérés comme des thèmes tabous dans notre culture, dans notre société, mais que notre cher ami Ayayi a le courage et l'audace quand même d'aborder, un temps de veiller un peu la conscience des uns des autres sur de tels phénomènes. Loin de lui l'idée de jeter l'opprobre sur l'Église et les prélats. Marcos entend jouer son rôle, celui d'éclaireur. Cet amoureux de la lecture est aussi dans l'import-export. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Au revoir.